Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre la programmation culturelle de la Bibliothèque publique d'information qui, toutes les semaines, à travers des tables rondes, lectures, ateliers, projections, visites, questionne, documente l'actualité et la mémoire de l'actualité. C'est justement cette double articulation qui est au cœur du cycle autour duquel la BPI et l'Institut national audiovisuel se sont associés en 2024, les lundis de l'INA BPI, dont c'est ici la 3e séance. Juste quelques mots pour ce cycle, déclinaison de celui historique les lundis de l'INA. Il s'agit d'une carte blanche proposée à un ou une invitée qui se plonge dans les archives audiovisuelles de l'INA pour mettre en perspective un enjeu contemporain ou une actualité quelle qu'elle soit. Ce fut par exemple autour du matrimoine du théâtre avec Reine Pratt, autour aussi de l'exposition Corto Maltese, une vie romanesque portée par la BPI avec Vincent Petit. Aujourd'hui, veille de l'élection présidentielle américaine, la BPI et l'INA se réjouissent de confier cette carte blanche à Laurence Nardon, chercheuse et spécialiste des États-Unis, qui va nous proposer une lecture sur la longue durée des médias français, que font les médias français de ce sujet contemporain. À ce propos, c'est aussi l'occasion de rappeler que la BPI est un établissement pilote en termes d'éducation aux médias et aux informations. Et par ailleurs, si vous voulez poursuivre la réflexion sur cette actualité internationale majeure, je me permets de vous inviter à voir ou revoir le débat « L'Amérique contre elle-même » dans les replays, auquel justement Laurence a participé, ou à découvrir dans le numéro 13 de la revue Balise un article dédié. Je tiens à remercier bien évidemment l'INA, leurs équipes, pour leur travail formidable dans ce fonds encyclopédique qu'ils ont et pour leur art de dénicher les pépites. Et puis évidemment, je remercie Zélie Perpignat, programmatrice, et l'équipe de la régie. Merci, très bonne soirée. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de lancer au nom de l'INA cette soirée en partenariat avec la BPI. Comme vient de le rappeler Agnès, nos institutions ont déjà eu le plaisir de programmer ensemble 2 lundis de l'INA BPI. Et notre volonté commune est de proposer un éclairage expert et renouvelé sur des sujets qui traversent la société, qui marquent l'actualité, qui questionnent le monde contemporain. Et au cœur de cette réflexion sont mobilisées les archives audiovisuelles conservées à l'INA. Alors la thématique proposée ce soir répond pleinement à ce projet commun et s'inscrit dans une actualité brûlante, alors que les États-Unis vivent un moment crucial de leur histoire politique. Pour nous accompagner dans cette soirée, pour donner les clés de compréhension historique, pour penser sur le temps long la lecture médiatique française des élections américaines, carte blanche a donc été donnée à Laurence Nardon, chercheuse et responsable du programme États-Unis à l'Institut français des relations internationales. Nous la remercions très chaleureusement de s'être prêtée au jeu des archives et d'avoir fait émerger des points saillants, tant sur le système électoral américain, si différent du nôtre, si compliqué à comprendre parfois, que sur des personnalités politiques américaines dont on remarquera la résonance actuelle. Par la profondeur qu'elles construisent, ces images relatant un événement de politique extérieure majeure permettent aussi d'écrire une certaine histoire de notre regard, de ses biais, de ses évolutions. Alors avant de donner la parole à Laurence Nardon, qu'il me soit permis quelques remerciements à Katia Ribro, documentaliste multimédia à l'INA, pour les recherches documentaires, à Jean-Michel Briard pour les montages et la technique, à Catherine Gonard pour la coordination scientifique, à Élodie Roblin pour l'organisation, et un grand merci à toute l'équipe de la BPI, de la programmation culturelle et de la technique. Très bonne soirée à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Je crois que c'est à mon tour, là, maintenant. Je suis très contente d'être là pour un exercice qui, pour moi, a été vraiment une découverte, un exercice très inhabituel, puisque on m'a demandé, avec les équipes de l'INA, Katia Ribro et Catherine Gonard, que je remercie moi aussi, toute la liste a été donnée, on m'a demandé de chercher dans les archives de l'INA, donc les archives télé et cinéma des actualités françaises, la manière dont les médias français avaient abordé la question des élections américaines ou de la politique américaine plus largement depuis que nous avons des archives vidéo, donc à peu près les années 60, on va dire, de voir comment le regard français
sur ces événements s'écrivait et évoluait au fil du temps. Et donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour moi, qui suis politiste et à qui on demande de commenter l'actualité immédiate avec un petit peu des retours en arrière, mais quand même, on me demande plutôt qui va gagner l'élection que ce qui s'est passé dans les années 60 dans notre regard. C'était vraiment un exercice tout à fait nouveau et vraiment passionnant. Et vraiment, je remercie les équipes donc, de l'INA, je l'ai déjà dit et je le redis, ça va sans dire, mais aussi les équipes de la BPI qui, évidemment, m'ont également proposé cet exercice. C'était vraiment une grande chance pour quelqu'un qui fait de la science politique, tout à coup de se frotter, de se confronter à ce qu'est une autre science, la science des médias, et de voir comment ça vient finalement interroger non pas ce qui se passe aux États-Unis, mais plutôt bien ce qui se passe en France. Alors voilà comment ça se passe. J'ai sélectionné, donc avec toutes les équipes dont on a parlé, 30 minutes en tout d'archives, donc vidéo, qu'on va passer petit à petit en plusieurs morceaux sur cet écran. Et j'ai choisi 4 questions, 4 moments, non, plutôt 4 questions que je vais vous détailler au fur et à mesure, évidemment. Et pour chacune de ces questions, j'ai quelques extraits savamment choisi soit des journaux télévisés de TF1, Antenne 2, etc., FR3, je crois que j'ai aussi, mais plutôt avant des extraits venus de l'ORTF, donc tout ça c'était à la télé, mais aussi des extraits des actualités françaises. J'ai déjà employé ce terme. Les actualités françaises, c'était les actualités qui étaient au cinéma et qui ont été l'essentiel de l'information des Français des années 30 jusqu'aux années 60 où elles disparaissent parce qu'en fait les gens basculent sur la télé et donc les actualités françaises disparaissent à ce moment-là. Tout ce qui était ORTF, et c'est vraiment là qu'on va voir des choses très intéressantes, tout ce qui était ORTF dans les années 60 était... alors justement, c'est la question, est-ce que c'était un peu ou pas du tout contrôlé par le gouvernement de Gaulle à partir de 58 on va se poser la question ensemble, vous verrez ce que vous en pensez. En revanche, les actualités françaises étaient totalement privées et hors de tout soupçon de contrôle, quel qu'il soit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur le fond qu'il faut percevoir au fil du temps et au fil des questions. Une autre chose qui est intéressante, c'est de voir quand apparaît la couleur. La couleur apparaît à partir de 1967, mais comme je l'ai vérifié tout à l'heure auprès de Catherine Gonard, les gens n'ont pas tout de suite eu des télévisions couleur. Donc en fait, les gens continuaient à voir en noir et blanc assez vite. Et là, les extraits que j'ai choisis pour ce soir sur les différents sujets, ils vont de 1964 pour les plus anciens à 2020 pour les plus récents. Et la couleur n'apparaît dans ceux que j'ai choisis qu'en 1976. Donc, et c'est assez représentatif parce que pour les plus anciens qui sont peut-être dans la salle ce soir, on se souvient que quand on était petit, la télé restait en noir et blanc jusque assez tard dans les années 70. Elle a basculé en couleur, pas en 67 en tout cas. Voilà. Alors, j'ai choisi plusieurs sujets. Je vais vous parler du premier et puis je vais vous les dire tous. Le premier sujet, c'est celui sur lequel il y avait le plus de matériel, le plus de contenu. C'est les explications qui sont redonnées tous les 4 ans sur le système électoral américain. Vous savez, ce système des grands électeurs qui est si compliqué. Et là, vraiment, il y avait une profusion de reportages, d'explications, d'infographies, d'interviews pour que le public français comprennent comment ça se passe. Donc ça, donc j'ai choisi pas mal de choses. Vous allez voir l'angle que j'ai choisi pour essayer d'interroger cette vision. Le deuxième, je vais passer vite parce que du coup, on va y revenir. C'est juste une annonce de plan que je vous fais maintenant. Le deuxième sujet, ça va être les élections de 1964, parce qu'en 1964, il y avait un candidat qui s'appelait Barry Goldwater, qui était très très à droite et qui ressemblait peut-être déjà un petit peu à Donald Trump. On va voir ça. Le sujet 3, ce sera toutes les émeutes raciales. Alors, on n'est pas dans les élections américaines présidentielles, mais dans toutes les années 60, comme vous le savez, il y a eu des émeutes raciales vraiment très violentes et très
régulière aux États-Unis. Donc on va regarder les informations françaises au moment de l'assassinat de Martin Luther King, qui s'est produit le 4 avril 68. Et puis le dernier, je vais vite parce qu'on va y revenir, la dernière séquence, ce sera la Convention démocrate de Chicago en août 68, même année. Une convention qui a été assez violente, et je voulais voir comment la télé française avait rendu compte de ces violences. En août 68 aux États-Unis, on est 3 mois après mai 68. Comment l'ORTF raconte les violences de Chicago après mai 68. Donc ça m'intéressait bien. Donc on va commencer tout ça, mais avant, j'ai profité de cet accès aux archives INA pour demander à Katia Ribot de me trouver un extrait dont je me souvenais des années 70, je me souvenais de l'avoir vu en 1976. On peut peut-être le lancer, je vais vous expliquer après. Le premier souvenir de la politique américaine, c'est l'élection de Carter. Et alors, je ne sais pas si je peux prendre la main ou si c'est peut-être pas la peine. Vous avez bien vu la petite fille en rose qui est avec lui, c'est sa fille Amy, qui avait donc été réveillée à 4 heures du matin pour venir se présenter avec son père. Alors évidemment, ce sont des images... je suppose presque des images officielles que la télé française a utilisées pour faire ce reportage, mais on est dans la communication vraiment classique des campagnes électorales, et notamment des campagnes électorales victorieuses aux États-Unis à cette époque-là. En France, c'est pareil depuis longtemps aussi, c'est-à-dire que le candidat victorieux doit venir avec toute sa famille. Alors là, il est donc vous avez vu Carter, il est avec sa femme Rosaline qui est morte il y a quelques mois, et sa fille Amy, qui avait donc été réveillée, et je me souvenais de ces images, et j'ai profité de mon accès à l'INA pour les retrouver, vous les montrer. Amy, qui a à cette époque-là, on est en 76, elle a 9 ans, elle en a 57 aujourd'hui, comme moi, et donc je me souvenais de cette petite fille que j'avais regardée et qui était en rose et qui avait l'air crevée, qui avait l'air complètement un peu stupéfaite de se retrouver là. Voilà, comme quoi. Bon, enfin, voilà, je voulais le partager avec vous parce que je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir plonger dans mes propres souvenirs à l'occasion de cet exercice. Bon, maintenant que ce moment de nostalgie tout à fait personnel est passé, on va passer au sujet 1, donc que je vous ai annoncé, le suivi et les explications sur le système américain qui sont fournis par les médias français depuis... Alors, donc, depuis 64, puisque ça va être les premiers extraits que je vais passer. Alors, ce que je veux montrer dans ces extraits que vous allez voir avec moi, c'est la chose suivante. C'est le fait qu'on a beaucoup de mal à expliquer ce système des grands électeurs. Parce qu'en fait, le zoom que je vous propose, c'est le zoom sur les explications très précises sur le fait que le scrutin américain est un scrutin évidemment universel, tout le monde vote, mais il est universel indirect, comme vous le savez, puisque les gens votent pour une liste de grands électeurs dans leurs États, et ensuite ce sont ces grands électeurs qui votent pour le vrai président. Et donc c'est pour cela qu'il y a une possibilité, un risque de distorsion entre le vote populaire, c'est-à-dire le vrai nombre de votes de tous les gens dans le pays, de tous les électeurs, et le résultat final de l'élection. Et nous allons voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extraits qui expliquent tout cela. Et je trouve qu'ils sont assez peu clairs au début et qu'ils s'éclaircissent à la fin. Vous allez voir Christine Lagarde, super claire sur ce sujet, c'est en 2004. Mais le premier monsieur qu'on a en 1964, c'est Jacques Salebert. Non seulement il n'est pas très clair, mais en plus il dit une petite erreur parce qu'il dit que ça ne s'est jamais produit auparavant, la distorsion de vote. Or, comme je vous le dirai après, ça s'est produit auparavant. On peut peut-être lancer le premier extrait de cette séquence sur le décryptage du système électoral américain par les médias français. Le président des États-Unis est élu au suffrage universel, comme vous le savez. Mais le système américain est beaucoup plus compliqué que le système français, car ici aux États-Unis, nous sommes une fédération d'États.
En France, c'est très simple, deux candidats, M. X, M. Y. Celui qui a le plus de voix au total de tous les suffrages exprimés sur tout le territoire français est élu président. Ici, en réalité, le suffrage universel se manifeste État par État. Et chaque État représente un certain nombre de mandats, et ce nombre de mandats est proportionnel, bien entendu, à la population de chaque État. Ensuite, on additionne les mandats des États qui se sont déclarés républicains ou démocrates, et c'est ainsi qu'on désigne le président des États-Unis. Je prends un exemple. Prenez par exemple la Californie. La Californie, étant donné sa population très importante, représente 42 mandats. Supposons que le président Johnson l'emporte par une centaine de voix de majorité seulement sur le sénateur Goldwater, donc une majorité infime. Eh bien, le président Johnson aura tout de même à sa disposition les 42 mandats de l'État de Californie. Alors que si le sénateur Goldwater l'emporte au Mississippi avec une majorité considérable de 3 000, 4 000 ou 7 000 voix, il n'aura pour lui que les 7 mandats de l'État du Mississippi. Alors, il peut se produire quelque chose, ça ne s'est jamais produit, remarquez. Mais il peut se produire que si l'on ajoute toutes les voix Johnson et toutes les voix Goldwater sur le territoire entier des États-Unis, c'est-à-dire au total des 50 États, on obtienne un résultat différent de celui qu'on obtient en additionnant les mandats des États. Alors, qui a compris? Non, je suis injuste, parce qu'en fait, on comprend, mais enfin bon. En tout cas, non, c'est vraiment très simple, c'est un face-à-face avec un zoom avant, il explique son truc, c'est quand même pas très... Attendez, ne commencez pas le suivant. Hein. C'est quand même pas très clair, je trouve. Et en plus, quand il dit ça ne s'est jamais produit, c'est faux, parce que ça s'était produit, cette distorsion entre le vote populaire et le résultat final, 3 fois au XIXe siècle, une fois en 1824, bon, enfin bref, 1876, 1888, je vous donne les dates, mais bon. Mais depuis 64, bien évidemment, ça s'est produit 2 fois. Une fois avec George W. Bush en 2000, enfin... On soupçonne, parce que vous vous souvenez, c'était le Florida Recount et on n'était pas complètement sûr du nombre de voix que Bush avait véritablement eu par rapport à Al Gore. Et puis, la fois où ça s'est réellement, vraiment bien passé, on en est sûr, c'est 2016, puisque Hillary Clinton a eu près de 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Mais bon... Le point, c'est que je trouve que ce n'était pas très clair à cette époque-là. Alors, le deuxième extrait qu'on va montrer pour cette partie sur les explications du système américain, c'est une émission de 1968 avec Françoise Giroud. Je la trouve assez intéressante. Je l'ai choisie parce que là encore, ce n'est pas très très clair. Et surtout, je trouve que cette émission est un petit peu... questionne un peu la place de l'expertise des femmes dans les médias de cette époque-là. Alors évidemment, c'est Françoise Giroud qui présente, ok, mais vous allez voir l'attitude du présentateur homme au départ. Vous allez voir aussi un moment que Françoise Giroud évoque le charme de votre présence en parlant à ses invités femmes, ce que je trouve totalement lunaire. Et puis après, il y a une première séquence où elle présente les 3 invités, elle a invité des femmes. Et puis ensuite, on va passer à une deuxième séquence de cette émission de Françoise Giroud, où elle leur demande d'expliquer, où elles discutent ensemble, elles aussi, une fois de plus, de cette histoire de vote des grands électeurs. Si vous voulez, on peut lancer toute la séquence avec Françoise Giroud. Il y a 2 morceaux. À cette heure, nous devions être en duplex avec Washington, en direct, par satellite. Mais malheureusement, nous avons appris aujourd'hui que le satellite qui assure la liaison entre les États-Unis et l'Europe a été bloqué par la NASA pour le lancement de la fusée Apollo. Lancement que d'ailleurs vous devriez pouvoir suivre demain après-midi en direct. Face à François Giroud, nous avons donc réuni 3 jeunes femmes américaines qui habitent maintenant à Paris. Et je tiens d'ailleurs à les remercier d'être venus au dernier moment. À vous, François Giroud. En somme, nous sommes ici pour remplacer un satellite, ce qui est assez flatteur étant donné le prix de ces engins. Bon, vous savez donc pourquoi nous sommes là, pour essayer de présenter au public français, de montrer au public français ce qu'il y a dans la tête des femmes américaines à la veille de l'élection présidentielle qui aura lieu le 5 novembre pour désigner le futur président des États-Unis. Il y a 60 millions de femmes américaines en âge de voter. C'est-à-dire que vous êtes très nombreuses
puisqu'il n'y a que 112 millions d'électeurs en tout en âge de voter. Bien sûr, vous ne pouvez pas représenter 60 millions de femmes ici, quel que soit le poids et le charme de votre présence. Mais enfin, j'espère que vous allez quand même nous éclairer. Et je voudrais tout de suite vous demander, est-ce que vous avez décidé de voter, madame, et pour qui? Je crois que je vais voter pour Nixon. Je n'aime jamais dire que j'ai décidé jusqu'à le dernier moment parce que quelque chose peut toujours changer mon décision, mais il paraît le mieux pour l'Amérique. Nixon, c'est-à-dire, je le précise pour le public français, le candidat du Parti républicain que nous appellerions ici conservateur. Ça vous paraît exact? Peut-être. Peut-être. Et vous, mademoiselle, avez-vous décidé pour qui vous votez? Oui, nous avons 3 candidats qui se présentent, mais hélas, il n'y a aucun des 3 qui est présentable. Oui. Alors, celui que moi je veux voter, je vais inscrire seulement son nom sur le vote. C'est McCarthy. C'est la seule manière de donner ma position, qui est complètement contre ces 3 autres hommes qui ne présentent rien pour moi. McCarthy était donc le candidat à la nomination du Parti démocrate. Qui était perdu. Qui a perdu parce que la convention du Parti démocrate lui a préféré M. Humphrey. Et vous, madame? Moi aussi, j'ai décidé de voter pour Nixon. Pour Nixon? Oui. Ce n'est pas la première fois que le président des États-Unis risque d'être élu sans avoir plus de 50% des voix, sans avoir la majorité absolue. Oui, c'était arrivé une autre fois. C'est arrivé... Avec Goldwater, c'était presque la même chose, n'est-ce pas? Ah non, je veux dire qu'il sera élu, n'est-ce pas, quand il n'y a que 2 candidats. Ah oui. Républicain et démocrate, celui qui est élu est forcément élu à la majorité absolue. Cette fois, si Wallace a 21% des voix, ça veut dire que le président des États-Unis représentera moins de 50% de l'Amérique. C'est arrivé avec John Quincy Adams, je crois, non? C'est arrivé, je crois, dans l'histoire de l'Amérique, mais très rarement. Ah oui, et puis oui... mais ça, vous ne croyez pas que ça peut changer quelque chose dans cette espèce de consensus que les Américains apportent généralement à leur président une fois qu'il est élu? Ah oui, je crois que personnellement que le système de électorat, n'est-ce pas, les grands électeurs en Amérique, c'est un système qui pose des problèmes actuellement et qui est peut-être périmé. Il me semble tout à fait anormal, justement, qu'un président soit élu et qui n'ait pas la majorité. Alors, j'ai trouvé que cet extrait était vraiment intéressant parce que il y a quelque chose qui revient beaucoup dans tout les médias, enfin dans tous les contenus médias qu'on consulte, qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle alors c'est pas exactement le cas là, mais c'est ce qu'on appelle le micro-trottoir, c'est-à-dire qu'on interroge des gens qui ne sont pas des officiels ou des experts, enfin on interroge des gens dans la rue, et en essayant de les faire parler de la politique de manière représentative du reste de l'électorat. Enfin, on essaye de les mettre dans des cases. Donc là, vous avez vu, il y a 2 dames qui votent pour Nixon, la 3e qui va write in, qui va écrire sur le bulletin le nom de Eugene McCarthy, hein, pas le McCarthy des années 50, hein, un autre démocrate qui était démocrate. Et donc, vous allez voir, dans les autres extraits, il y a à nouveau des inconnus qui sont interrogés, et je trouve dans les années 60, il se trouve que c'est souvent des femmes qui peuvent, je suppose à l'époque, être plus facilement castées, enfin employées dans un rôle d'inconnu que dans un rôle d'experte, et ça, on va voir comment ça change au fil du temps. L'extrait suivant. Et pourtant, c'est injuste parce qu'une des jeunes femmes, je ne sais pas si vous avez entendu, à un moment, François Giroud dit mais ça n'est jamais arrivé qu'un président ne soit élu avec moins de voix que l'autre. Et elle dit c'est arrivé avec Quincy Adams, qui est effectivement le premier cas en 1824. Donc elle était à peu près au courant de l'histoire de son pays. On va basculer, il faut qu'on avance. L'extrait suivant que j'ai choisi, c'est une infographie extraordinaire. Alors ça, c'est ORTF de 1972. Une infographie, mais on se croirait dans les Monty Python avec des espèces de dessins. Et je vais vous demander, on se retrouve après, hein, ça dure quelques minutes, je vais vous demander de compter les personnages de femmes que vous voyez dans cette infographie. Allons-y.
choisir un président aux États-Unis d'Amérique, telle est la tâche des électeurs américains le premier mardi qui suit le premier lundi de novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. L'élection présidentielle, puisque c'est elle qui retient l'attention essentiellement, du moins à l'étranger, n'est pas une opération simple. En fait, ce sont les grands électeurs qui sont désignés par la population des 50 États, chacun en désignant autant qu'il a de délégués au Congrès. 3 au minimum pour le Delaware, qui a 2 sénateurs et un représentant, 45 pour la Californie, l'État le plus peuplé. Le candidat à la présidence qui reçoit, par personne interposée, le plus de suffrages, emporte l'intégralité des électeurs présidentiels de l'État. Pour être élus, messieurs Nixon ou McGovern devront avoir au moins 270 mandats présidentiels, c'est-à-dire la majorité absolue. Avec un tel système, il pourrait se faire, et c'est arrivé pour la dernière fois en 1888, que la majorité des votes présidentiels ne correspondent pas à la majorité des suffrages populaires. La cérémonie de passation des pouvoirs n'aura lieu que le 20 janvier prochain. D'ici là, le premier lundi suivant le deuxième mardi de décembre, cette année c'est le 18 décembre, les grands électeurs se seront réunis pour élire le président. Les résultats de l'élection seront transmis le 18 janvier au Congrès des États-Unis. Dès lors, le président sera officiellement élu. Cette élection à 2 degrés est un vestige du passé. Instituée à une époque où les moyens d'information et de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Pourtant, ce système présente un avantage considérable. Entre le mois de novembre, où il est élu, et le mois de janvier, où il entre en fonction, le nouveau président va avoir la possibilité de constituer son équipe. Dans le même temps, il rencontrera son prédécesseur. Alors ? 0. Enfin, encore qu'il y a un passage où c'est un peu... Il y a une photo où on voit les États-Unis derrière. Là, il y a peut-être éventuellement. Bon, enfin bref. Donc, et puis surtout, cette esthétique, je la trouve incroyable. Donc, on est encore quand même dans un monde où l'expertise n'est pas encore... enfin, à part Françoise Giroud, une fois de plus. Mais enfin, ça va bientôt se transformer. L'extrait suivant, c'est Jacques Abouchard qui fait une comparaison avec... entre le système américain et les fusées de la NASA. C'est assez intéressant. Je l'ai passé parce que c'est le premier en couleur qu'on voit. Allons-y, et après, on passera en 2004. Bien entendu, je ne parle pas des noms des présidents à chaque fois. En 88, c'était Bush versus Dukakis, mais bon, Bush père. Allons-y. Et voilà, une fusée, je sais pas, bon, mais je trouve ça de plus en plus clair, ceci dit. Donc là, on est en 1988 et on va passer à 2004. Donc 2004, c'est l'élection, la deuxième élection de George W. Bush, le fils de George H. Bush qu'on vient de voir. Et là, on passe d'un reportage avec Jacques Abouchard. Je vous demande de retenir Jacques Abouchard, parce qu'on va le retrouver tout à l'heure dans un reportage sur la mort de Martin Luther King. On va passer à un plateau exclusivement féminin, donc en 2004, avec Christine Lagarde et Françoise Laborde. Alors bonjour Christine Lagarde, vous êtes en duplex avec nous. En effet, William vient de vous présenter avec toutes vos responsabilités et françaises et américaines, et ça nous permet de pousser un petit cocorico parce que des femmes à la tête d'une entreprise telle que la vôtre et aux États-Unis, il n'y en a pas tellement. Vous êtes un peu unique dans votre genre quand même. Oui, un peu. Bonjour Françoise. Un peu unique et depuis 5 ans maintenant, puisque je dirige le cabinet Baker McKenzie, qui est un cabinet d'avocats international, le plus global au monde aujourd'hui, implanté dans 38 pays avec environ 3200 avocats et 600 associés. Alors merci beaucoup vraiment Christine d'avoir accepté de répondre à nos questions et de participer à cette session spéciale de Télématin. D'abord, avant de commenter les résultats et d'essayer de voir un peu quelle pourrait être la politique de l'éventuel second mandat de George Bush, puisque c'est plutôt ça qui se dessine, un mot sur cette machine électorale que de France on a forcément toujours un peu de mal à comprendre, et on voit quand même à quel point tout ça est long, comme c'est difficile d'arriver à ce qu'un nom émerge dans ce qui reste la première démocratie au monde.
Ça c'est lié à deux phénomènes. D'abord, la grande surprise du scrutin d'aujourd'hui, c'est clairement que ce qu'ils appellent les exit polls, c'est-à-dire les sondages à la sortie des urnes, étaient manifestement erronés par rapport aux résultats qui commencent à tomber maintenant de manière absolument systématique. Et puis deuxièmement, c'est un système électoral qui est fondé sur des règles qui ont été établies il y a maintenant un peu plus de 200 ans et qui n'ont pratiquement jamais été changées parce que les Américains sont extrêmement attachés à leur constitution et que le système des grands électeurs, c'est-à-dire du collège électoral qui élit à un deuxième degré le président des États-Unis, est un système qui était destiné à l'époque à garantir d'une part la représentation des petits États, d'autre part à s'assurer qu'il y ait bien une représentation pour des gens qui pouvaient difficilement parfois se déplacer. Ce système-là est resté en place de manière inchangée en raison de l'attachement profond des Américains à leur constitution qui est vraiment leur texte de référence, de base et leur Bible, si j'ose dire. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était la première qui donne une explication, qui ne se contente pas d'expliquer le système de manière un peu sèche et un peu parfois compliquée, mais qui donne de la profondeur historique en venant expliquer pourquoi ce système des grands électeurs a été mis en place, quand, et pourquoi il n'a toujours pas changé, pourquoi les Américains y restent attachés. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. J'ai trouvé aussi que le look de Christine Lagarde dans les années 2000 est encore assez années 80, et qu'elle a une élocution enfin quand même assez globale, et comme ça. Elle est très sûre d'elle et très... enfin, c'est quand même la PDG de Baker McKenzie à l'époque, donc c'est pas n'importe qui. J'y lis donc la suite de cette évolution vers une arrivée des femmes dans l'expertise et dans la parole sachante dans les médias français. Et on va d'ailleurs du coup terminer avec un reportage de 2020 pour arriver jusqu'aux dernières élections avant celle-ci, où on retrouve pour le coup, alors c'est plus une experte, c'est la voix de la journaliste qui lance le reportage et qui commente les images. S'il n'a pas encore revendiqué la victoire, il a fait un pas de plus vers la Maison-Blanche. Nous n'avons toujours pas de déclaration finale d'une victoire, mais les chiffres montrent un tableau clair et convaincant. Nous allons gagner cette élection. Dans tout le pays, des millions de démocrates se préparent déjà à fêter la victoire. Rassemblés devant la Maison-Blanche hier, certains brandissent des messages clairs, comme ici, Trump, c'est fini. Je me sens heureux, je le sens, il y a du changement dans l'air. Pour l'instant, Joe Biden mène la course pour le pouvoir avec 264 grands électeurs. Il lui en manque toujours 6 pour gagner. Les dépouillements se poursuivent et parfois les écarts entre les candidats sont infimes. En Géorgie, par exemple, 4000 voix seulement les séparent. En Pennsylvanie, Joe Biden a rattrapé puis devancé son concurrent. Entre les deux, 28 800 voix d'écart. Joe Biden est en tête dans ces 3 États. Il suffirait qu'il en gagne un pour être élu. Pour le maire démocrate de Philadelphie, Donald Trump doit admettre sa défaite. Le président doit se comporter en grand garçon. Il doit admettre le fait qu'il a perdu et il doit féliciter le vainqueur. Mais Donald Trump compte bien se battre jusqu'au bout. Dans l'un de ses derniers tweets, il appelle Joe Biden à la prudence. Joe Biden ne devrait pas revendiquer la présidence de manière illégitime. Je pourrais moi aussi la revendiquer. Les procédures judiciaires ne font que commencer. Alors, donc ça, c'était le dernier extrait de cette première partie sur les explications du système américain par les médias français. Donc, vous avez vu que dans ce dernier reportage, donc de 2020, je vous ai fait grâce d'une nouvelle itération d'explications sur le collège des grands électeurs, parce que je me suis dit que vous n'en pourriez plus. En plus, vous avez très très bien compris maintenant, j'espère. En tout cas, ce reportage-là, il est intéressant parce qu'effectivement, donc on voit que les femmes maintenant sont absolument partout. Mais c'est aussi un clin d'œil avec ce qu'on va vivre cette semaine, puisque le moment où le reportage est fait, c'est probablement, enfin on va voir, mais c'est probablement ce qu'on va vivre mercredi, jeudi, vendredi, au moment où probablement il y aura des États où on sera en train de compter les derniers votes pour savoir de quel côté tombent les grands électeurs de l'État. Et je pense évidemment aux États flottants, Nevada, Michigan, Wisconsin, etc., où le vote va est impossible à prévoir et qui vont faire l'élection. Donc ce reportage-là, on va sans doute en voir d'autres versions
cette semaine. Passons maintenant au sujet 2, les élections de 1964. Alors, on va mettre tous les extraits d'un coup, j'en ai 3. Un premier qui explique que c'est Barry Goldwater qui a remporté la primaire républicaine. Barry Goldwater, en 64, est un candidat très très à droite et qui va battre Rockefeller et Scranton, qui sont d'autres candidats côté républicain. Pardon, on est dans la primaire républicaine. Il y a pas mal de candidats et Barry Goldwater va battre tous les modérés et devenir le candidat du parti. Il est très très à droite, très très conservateur. Alors, le comparer avec Trump est assez facile rétrospectivement parce qu'il n'était pas du sérail et il n'était pas de l'establishment du Parti républicain. Donc, c'est assez facile de le comparer. Donc, ça, vous allez voir un premier extrait sur la primaire. Ensuite, comme vous le savez, en 64, il a perdu face à Johnson, qui avait terminé le mandat de Kennedy après l'assassinat de Kennedy. Johnson s'était représenté donc pour son premier mandat et qu'il a fait de 64 à 68. Vous avez après, à nouveau, un micro-trottoir avec 2 femmes de la rue interrogées dans l'Alabama, qui sont des républicaines qui sont très déçues de la victoire de Johnson. Je vous demande de bien les écouter, parce qu'il y en a une qui est une républicaine à l'ancienne, très respectueuse de la Constitution, c'est la première. Après, la deuxième femme qu'on entend un petit peu plus tard est beaucoup plus radical, je trouve. Et puis après, il y a un troisième petit extrait qui est juste sur l'élection de Johnson quand il gagne. C'était pour terminer la séquence. On se reparle après de ces 2 dames de l'Alabama. Ambiance de kermesse à San Francisco, où les républicains vont désigner leurs candidats aux élections présidentielles. Des 3 prétendants, M. Rockefeller ne se faisait guère d'illusions. Mais le gouverneur Scranton put un moment espérer devenir le représentant du parti de l'éléphant dans la course à la Maison-Blanche. C'était compté sans le raz-de-marée qui devait balayer les tendances modérées. Les chiffres sont là. À une écrasante majorité, c'est Barry Goldwater qui, face au Parti démocrate, sollicitera en novembre les suffrages du peuple américain. Très déçu. Oh, je m'y attendais, je crois, mais j'espérais le contraire. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux ce qui s'est passé ce soir pour le pays? Vous savez, c'est notre façon de procéder en Amérique. On travaille dur pour son candidat, on vote, et puis celui qui gagne, c'est quand même notre président. Que nous soyons républicains ou démocrates, nous sommes quand même américains. Vous êtes un enseignant ici à l'université de Miles, qui est une université noire. Qu'est-ce que vous pensez du résultat des élections? Je suis très heureux que Johnson a vaincu, et non seulement qu'il est vaincu, mais qu'il a complètement écrasé M. Goldwater. Qu'est-ce que vous auriez fait si Goldwater avait gagné? Je serais venu en France. Est-ce que vous êtes triste parce que le sénateur Goldwater a perdu? Oh ben évidemment, je suis très triste et très nerveuse à envisager 4 ans de cette tendance commencer peut-être par M. Roosevelt, à dépenser tout l'argent qu'on peut trouver et agrandir le pouvoir du gouvernement central. Est-ce que vous croyez que c'est une menace réelle pour l'Amérique? Je crois que c'est une menace réelle et que le futur, pas seulement des États-Unis, mais de tous les peuples libres, qui sont encore libres et pas communistes du monde, sont en jeu. Lyndon Johnson a célébré son élection en famille, ou presque. Mieux qu'un succès, c'est un triomphe. Jamais président des États-Unis n'avait été élu avec une telle majorité. Et oui, Johnson a été élu avec une grande majorité en 64 contre Goldwater, un petit peu comme en 2002, Jacques Chirac face
Jean-Marie Le Pen. Mais ce que je voulais pointer dans cette séquence-là, c'est, alors au-delà des ressemblances entre Goldwater et Trump qui ne sont pas forcément évidentes juste sur ces extraits, c'est le micro-trottoir avec ces deux femmes. Donc, vous avez vu le prof de français au milieu, donc il est dans sa fac avec le public, avec pas mal d'étudiants noirs que vous avez aperçus pendant quelques secondes. Donc la première femme républicaine dit « mais maintenant, le président qui est élu, c'est notre président ». Donc ça, c'est vraiment les républicains, enfin c'est l'Amérique à l'ancienne, hein. On respecte la Constitution et on se range et il n'y a pas de polarisation. Une fois que le vote est tombé, on respecte la personne élue. Donc c'est vraiment ce qui est un petit peu en danger de nos jours, aussi bien du côté démocrate que républicain en réalité. Et puis la deuxième dame, en revanche, très anticommuniste, très radicale. Alors le journaliste français ne lui demande pas directement si elle va reconnaître Johnson. On espère que oui. En tout cas, elle est représentative d'un conservatisme qui est quand même toujours présent aux États-Unis. J'ai trouvé que les deux petites actualités françaises au début et à la fin, que vous avez vu, donc au début c'était sur la primaire à San Francisco, la primaire républicaine, et à la fin la victoire de Johnson. Ça, c'est typiquement des actualités françaises, donc qui étaient montrées au cinéma avec une musique un peu de cirque, enfin une musique un peu comment dirais-je, tonitruante. Et puis au milieu, ce reportage de l'ORTF avec les deux dames et le prof de français qui, pour le coup, essaye de mettre du sens en interrogeant des inconnus, mais mettre du sens dans le résultat de l'élection. Ça, c'était le sujet 2. On est censé garder du temps pour des questions à la fin, donc on pourra revenir à plein de choses sur ces sujets ou sur l'actualité. Enfin, voilà. Donc, passons au sujet 3. Même si ce n'est pas sur les élections présidentielles, on ne peut pas parler des années 60 aux États-Unis ou de la politique dans les années 60 aux États-Unis sans interroger les émeutes raciales qui se produisent tout au long de la décennie en parallèle avec le mouvement des droits civiques. Alors, là, on a 3 extraits dans ce sujet 3. Comme on doit les passer d'un coup, je vous les décris un petit peu, puis on en reparle après. L'extrait 1, c'est en fait ne date pas d'avril 68, l'assassinat de Martin Luther King. Il date de 1966. C'est pour vous montrer que les émeutes et les violences raciales ne datent pas de 68, elles sont pendant toute la décennie. Donc là, j'ai pris un petit extrait d'émeutes, enfin expliquant la survenue d'émeutes en 1966 à Chicago. Vous allez voir. Le deuxième extrait dans ce sujet 3, il est très émouvant. C'est quelque chose qui a été publié par les Actualités françaises, donc on est dans les derniers temps de ces Actualités françaises au cinéma, et c'est une bio, un documentaire de quelques minutes sur la vie de Martin Luther King. Donc ça a été publié le 7 avril. Le 7 avril, Martin Luther King avait été assassiné le 4 avril. Donc 3 jours plus tard, les Actualités françaises diffusent un documentaire très émouvant, vous allez voir. Et puis le dernier extrait, c'est le même jour, 7 avril, donc à nouveau 3 jours après l'assassinat de Martin Luther King, Jacques Abouchard, le même que celui qui parlait des fusées tout à l'heure. Donc ça, les fusées, c'était en 88, j'ai l'impression, mais ça, là, on est en 68, donc c'est sa longue carrière. Attendez, je vérifie que c'était bien ça. Ouais, non, pardon, c'était en 88, tout à l'heure, l'extrait sur les fusées, et là, on est en 68. C'est ce que j'ai dit ? Donc, il y a 20 ans d'écart entre les deux reportages. C'est le même monsieur, et c'est le dernier extrait donc, de l'ORTF sur cette séquence Martin Luther King. Vous allez voir, donc faites bien attention, on en reparle après. Jacques Abouchard, dans le 3e extrait, parle des émeutes qui se produisent. On est le 7 avril 1968. Je crois qu'il ne mentionne pas une seule fois le nom de Martin Luther King. On va se demander pourquoi. Allons-y. Chicago, ville du Nord, vient de connaître à son tour un accès de fièvre raciale. Un incident stupide, une bouche d'incendie qui servait de douche aux enfants noirs et que l'on coupe en raison de la pénurie d'eau. Et c'est tout à coup le drame.
Des troubles naissent spontanément. La police prend position et les pierres commencent à tomber ici et là. Trois nuits de suite, 900 policiers et 5000 Noirs seront aux prises dans de véritables combats de rue. Le bilan à Chicago est lourd, 2 morts, 50 blessés, 170 arrestations. Sixième ville des États-Unis avec 1 million d'habitants, dont 30% de Noirs, Baltimore a connu 5 heures tragiques la nuit dernière. Des bandes de jeunes Noirs ont semé la terreur en allumant des incendies et en pillant les magasins. Ils ont tenu tête à 650 policiers qu'ils ont combattus à coups de projectiles divers. Pour faire face à l'émeute, le gouverneur du Maryland a décrété le couvre-feu et dépêché vers la ville 6 000 des 8 000 gardes nationaux de l'État. Le bilan de Baltimore, 3 Noirs tués, près d'une centaine de blessés et autant d'arrestations. Il y a eu 7 morts à Washington où depuis jeudi soir, 540 incendies ont été allumés sur près de 2 km. En effet, tous les bâtiments ont brûlé et beaucoup d'entre eux sont entièrement détruits par les flammes. La capitale fédérale offre le spectacle d'une ville en guerre, ce qui n'a rien de surprenant avec l'entrée en vigueur du couvre-feu et l'arrivée de renforts. 12 000 hommes de troupes, certains détachements ont même installé leur bivouac en dehors de la ville. Elle campe sur les bords du Potomac, la rivière de Washington. Pas plus que Baltimore et Washington, Chicago n'a été épargné par les violences raciales qui ont fait 9 morts, tous des Noirs. Les incendies ont causé dans la ville des dégâts considérables. Gardes nationaux et policiers ont été placés sous contrôle fédéral. Au total, quelques 20 000 hommes, dont 5 000 soldats, ont pris position à Chicago. Dans les 2 derniers reportages, donc le documentaire sur Martin Luther King et puis le reportage sur les violences raciales au lendemain de son assassinat, alors j'avais noté 7 avril, j'ai vu un 9 avril se promener, mais enfin bon, je sais pas si l'erreur est mienne ou dans le document. Ce qui est quand même très marquant, c'est de voir qu'un reportage fait le même jour va présenter les choses si différemment. Alors pour être tout à fait juste avec le reportage de Jacques Abouchard, si ça se trouve, ça venait dans un journal où la mort de Martin Luther King avait déjà été traitée dans un sujet différent et du coup, il n'était pas censé en parler. Mais je trouve quand même étrange qu'il mentionne toutes ces destructions et toutes ces violences qui ont quand même été assez spectaculaires en avril 1968, sans dire qu'elles surviennent parce qu'il y a eu cet assassinat si scandaleux. Et alors j'aurais voulu l'arrêter, mais je ne sais pas si vous avez encore à l'esprit les dernières images du documentaire des actualités françaises sur Martin Luther King, mais lorsqu'on l'entend à la toute fin prononcer un discours où il dit « I've seen the promised land », c'est son dernier discours, c'est un discours qu'il a prononcé, je ne sais plus où, mais le 3 avril, c'est-à-dire exactement la veille
de son assassinat. Et c'est très très touchant parce qu'en fait, donc c'est un long discours, je l'ai écouté en entier cet après-midi, où il parle du fait c'est à Montgomery dans l'Alabama, ça me revient. Il explique qu'il faut absolument soutenir la grève des éboueurs de la ville parce que c'est une corporation presque exclusivement noire et qu'il faut absolument les soutenir. Donc il est venu pour ça dans la ville. Et à la fin, en fait, il a déjà subi beaucoup de menaces, comme on va le voir le lendemain d'ailleurs. Bon, bref. Et il dit qu'il n'a pas peur, qu'il n'a plus peur, parce que I have seen the promised land. Je vous dis en anglais les phrases qu'il dit. I am not worried. My eyes have seen the coming of the Lord. C'est la fin du discours. Et le lendemain, il est assassiné. Donc j'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Et je trouve parlant le fait qu'on ait cette multiplicité de visions des événements dans les médias français à cette époque-là. L'ORTF, les actualités françaises, qui donnent des visions assez différentes. L'exploration des archives se termine avec la séquence 4. Donc, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Ça m'intéressait de voir comment les médias français rendaient compte des troubles à Chicago. Alors, donc, la Convention démocrate de Chicago en août 1968, donc on est après ce fameux mois d'avril déjà si destructeur après l'assassinat de Martin Luther King. En juin, le président Johnson avait annoncé qu'il ne se représentait pas pour un second mandat. Johnson avait succédé à Kennedy en 1963, donc il avait fait un premier mandat. Cette fin de mandat de Kennedy ne comptait pas, donc il a fait un premier mandat entre 64 et 68, on l'a vu tout à l'heure, et en 68, il aurait pu se représenter. Mais il est devenu tellement impopulaire à cause de la guerre du Vietnam et de tout un tas de contestations dans la société américaine qu'il décide de ne pas se représenter. Le candidat idéal à ce moment-là pour les démocrates, c'est le frère de Kennedy, Bob Kennedy, qui se fait assassiner en juin. Et donc, lorsque la convention démocrate commence en août, on a un parti qui est en train de balader un peu les électeurs avec différents candidats. Et à l'époque, il n'y a pas encore de primaire avec les militants dans les États. On a l'impression que c'est de toute éternité, mais pas du tout. Ça date des années 70, justement à cause de cette convention démocrate de 68, où en fait, l'establishment du Parti démocrate a totalement baladé tout le monde pour assurer la nomination de son favori, qui était Humbert Humphrey, et qui a perdu devant Nixon, d'ailleurs, en novembre 68. Vous vous souvenez peut-être, dans l'extrait avec Françoise Giroud, on a vu l'une des 3 jeunes femmes dire qu'elle votait McCarthy, donc Eugene McCarthy. Eugene McCarthy se présentait à la primaire démocrate en 68 sur une ligne très anti-guerre du Vietnam. Il voulait terminer la guerre le plus vite possible. Et en fait, le Parti démocrate, qui était un peu dans la main de Johnson, qui ne se représentait pas, a écarté Eugene McCarthy et a nommé Humphrey... Herbert Horatio Humphrey, le candidat aux 3 H, qui va donc perdre. Je vous montre 2 extraits. Le premier, qui est passé à l'ORTF le 29 août 1968, explique qu'il y a plein de violences autour de la Convention et que beaucoup de militaires et de policiers ont été déployés dans la ville de Chicago. Alors, c'est un peu étrange, mais le reportage commence par ce qui devait être une référence culturelle très forte dans les années 60, beaucoup plus qu'aujourd'hui, qui est Chicago, ville des mafias au temps de la Prohibition, et tous les films qui ont eu lieu autour de ça. Par exemple, certains l'aiment chaud, Some Like It Hot, avec Tony Curtis et Marilyn Monroe, merci. Et puis encore un autre, Jack Lemmon. Ça commence à Chicago pendant la Prohibition, ils se tirent dessus, il y a le massacre de la Saint-Valentin, etc. Et donc c'est une référence qui pousse le journaliste à commencer son reportage là-dessus, vous allez voir. Donc ça, c'est le premier extrait avec un commentaire en français sur les images. Donc les violences, la préparation de la police autour de la Convention et ensuite la Convention elle-même. Ça, c'est le premier extrait. Et le deuxième qui a été diffusé
2 jours auparavant, en fait, le 27 août, aussi sur l'ORTF. Ce ne sont que des images qui ont été utilisées dans un journal télévisé de l'ORTF. Il n'y a pas le commentaire en français, mais c'est juste des images sur les affrontements entre les jeunes. Alors, ce n'est pas des émeutes raciales à Chicago autour de la Convention, c'est des émeutes entre militants anti-guerre du Vietnam et police lâchée sur les émeutiers par le maire de Chicago, qui est un démocrate, une grande machine, d'une administration qui est restée en place beaucoup trop longtemps pour ne pas être corrompue. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Bref, donc on a ces 2 extraits. Faites bien attention à la fin, dans le 2e extrait, sans commentaire français. Il y a des jeunes qui montent sur une statue et je vous demanderai après si ça vous rappelle quelque chose. Mais lançons le reportage, les 2 extraits. Merci. Et voilà, c'est fini. Alors, Edward Kennedy, c'est un 3e frère. C'est pas celui qui s'était fait. C'était pas Bob qui s'était fait assassiner en juin. C'était encore un frère qui est d'ailleurs resté au Congrès jusqu'à il y a quelques années, il me semble. Je trouve cette séquence intéressante parce qu'on commence avec ce cliché de Chicago, etc. Et on termine avec un autre cliché qui est les jeunes sur la statue, qui me rappelle beaucoup d'autres révolutions, en fait. Les gens qui grimpent sur une statue avec un drapeau, c'est la liberté guidant le peuple. C'est aussi ce qu'on a pu voir au moment de Nuit debout, place de la République à Paris, ou même, je me souviens d'une une de Libé au moment des manifestations suivant les attentats de Charlie Hebdo. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont à l'esprit, mais enfin bon, chaque époque a ses propres références et ses propres images en tête. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit sur cette séquence, entre autres choses, bien évidemment. Maintenant que ces extraits sont passés, je dois vraiment vous dire que je les ai choisis parce que ça me questionnait et je les trouvais intéressants. Mais en fait, dans ce trésor de l'INA, il y avait 1000 autres sujets que j'aurais pu choisir, 1000 autres thèmes que j'aurais pu creuser. J'ai choisi cela parce que ça nous permettait de remonter dans les années 60 à un moment où la politique américaine était déjà assez violente. Pardon ? Il y avait la guerre froide, bien sûr. Et donc, je les ai choisis. J'espère que ce choix vous a plu. Mais on peut en discuter. Et je crois qu'on a encore une bonne demi-heure pour discuter. Donc, je vais peut-être me taire et vous passer la parole si vous voulez commenter ce que vous avez vu ou parler d'autre chose. Alors, je crois qu'il y a un micro qui doit passer. Ah ben voilà, super, merci. C'est très bien. Vous avez très bien posé la question, comment les médias sont référés à ces années-là qu'on a vécues. Mais à nos jours, il y a quand même complètement... c'est un monde qui montre vraiment son visage. Les extrêmes, ils sont là, tout est là. Et l'opinion française, elle ne peut pas se faire une opinion à travers ces médias-là, que le reste s'efface. Ça veut dire que depuis septembre, on est en pleine campagne électorale. Ça m'irritait énormément. Parce que j'ai dit, il y a tellement de sujets. Il y a la Palestine, il y a l'Ukraine, qui vraiment, elle est bien nourrie par des armes ici et là. Les médias, ils ne jouent pas leur rôle dans des crises mondiales, si vous voulez. Non, pas du tout. On n'est vraiment pas satisfait. On fait partie, parce qu'on est de gauche, qui a disparu. Il y avait la gauche à l'époque. N'oubliez pas, l'Europe, et elle était vraiment avec une idée exceptionnelle. Tout a disparu. Il y a une mollesse intellectuelle, complètement. Personne prend à cœur et se passionne, franchement. Et on a une espèce de fasciste, que c'est Trump, et une autre qui accomplit pas son rôle, parce qu'on ne dirait pas qu'elle est professionnelle, parce que c'était l'ombre de Biden. Voilà.
ces années-là... Vous avez une question? C'est tout. Voilà. C'est pas une question. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que non, mais l'opinion française est gavée d'élections américaines. En même temps, c'est important pour... Enfin, j'ai vu... on va prendre d'autres questions, mais juste là-dessus... je traduis, enfin, j'ai compris vos propos, mais j'en tire la question suivante. Les médias français en font-ils trop sur les élections américaines au lieu de parler d'autres sujets? J'ai entendu l'autre jour cette diplomate française qui s'appelle Muriel Domenac, qui était à l'OTAN jusqu'à récemment, et qui disait, et j'ai trouvé ça pas mal, elle a dit, est-ce que c'est raisonnable, décent, est-ce que c'est adulte de la part des Européens d'attendre tous les 4 ans dans l'angoisse le résultat de l'élection américaine? Est-ce qu'on ne devrait pas se débrouiller tout seul? Voilà. En même temps, on n'est pas les seuls. Le monde entier est un petit peu angoissé, enfin, ou en tout cas préoccupé par le résultat des élections aux États-Unis, parce que même si on veut être une puissance indépendante et autonome, etc., et c'est tout à fait... personnellement, j'appelle ça de mes voeux, mais quand même, l'élection de Trump aurait un impact quand même assez embêtant pour beaucoup de sujets, à commencer par l'environnement, par exemple, ou l'Ukraine. Et donc, on a quand même raison, on doit se prendre en main, et l'Europe doit se construire, etc., mais on a le droit d'être un petit peu quand même préoccupé. Je crois que les médias ont beaucoup couvert, mais ont parlé d'autres choses aussi. Bon, autre question. Ici? Oui. Bon, quand même, votre choix est pertinent, mais comme on parle des élections américaines, la figure de Robert Kennedy manque quand même en tant que candidat aux primaires. Et que si bien Martin Luther King était un activiste respectable, et la figure de Robert Kennedy comme candidat démocrate, 12e personnage politique tué en 1963 et 1968, quand même a une répercussion énorme à cette époque. Et absent du reportage. Et ça aurait été bien de le peut-être citer, parce qu'on a eu quand même un attentat contre Trump. Donc c'est comme si l'histoire s'est répétée quelque part. Merci. Oui, vous avez raison. J'aurais peut-être dû chercher, on aurait peut-être dû chercher des archives sur Robert Kennedy au moment de son assassinat. Ouais, c'est une très bonne remarque. Merci. C'est pas une question, c'est une remarque. Dans le premier film, donc sur l'élection de Carter, c'est parlé en français, mais c'est bien traduit qu'on a déjà l'expression Make America Again. On rend la fierté à l'Amérique. Et j'avais entendu déjà à la radio, je ne sais plus dans quel reportage, que Trump avait emprunté, pour ne pas dire volé, l'expression à un de ses prédécesseurs. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne introduction de le remettre la version première ce soir. C'est vrai, merci. Bonsoir et merci pour le travail. C'était très intéressant de se replonger dans ces archives. Moi, j'avais une question sur les sondages aux États-Unis, puisqu'ils se sont bien trompés en 2016 et en donnant Hillary très gagnante pour au final avoir une victoire de Trump. En 2020 aussi, puisque c'est Biden qui a été très surestimé par les sondages par rapport à son score actuel, son véritable score, pardon. Et je me demandais, est-ce que les médias américains prennent conscience de ça? Est-ce qu'il y a des évolutions sur peut-être les systèmes de sondage ou alors leur traitement médiatique? Peut-être qu'il y a des médias qui se questionnent sur le bien fondé de ces sondages et sur leur utilisation. Et là encore, cette année, on pourrait aussi, si victoire de Trump il y a, ce serait aussi un revers pour les sondages qui donnent quand même
Kamala Harris devant, même si c'est un peu plus serré. Mais est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça aux États-Unis? Alors ça s'écarte peut-être un peu du sujet, mais voilà, j'avais cette question. Non, il y a plein de choses à dire sur les sondages. En fait, les sondeurs américains, il y en a beaucoup, des sérieux, des pas sérieux, etc. Ils ont tous le même problème, qui est qu'aujourd'hui, dans le temps, les sondages se faisaient par téléphone sur les lignes fixes. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus de ligne fixe et en fait ne répondent pas. Quand c'est un numéro qui s'affiche sur leur portable, ils ne vont pas répondre au sondage. Et donc, les sondeurs ont de plus en plus de mal à trouver des gens à interroger parce que les gens ne répondent pas sur leur portable. Alors, ils font des sondages par Internet, mais c'est un petit peu moins fiable. Et donc, ils ont beaucoup de mal à reconstituer des cohortes de personnes qui vont être... Enfin, ils ont de plus en plus de mal, à faire correspondre la cohorte de gens qu'ils ont réussi à interroger et à la corréler, excusez-moi, je suis fatiguée. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à reconstituer avec la cohorte de gens qu'ils ont réussi à choper comme ça, à en faire un échantillon représentatif, à faire les calculs pour que ça devienne représentatif. Et c'est un vrai sujet, et vous avez tout à fait raison. Je pense que les journaux, les journalistes politiques, en fait, continuent à s'accrocher à ces sondages, parce qu'en fait, c'est un petit peu la seule chose à laquelle on peut se tenir en attendant les résultats. Et donc, je crois que ce travail de mise à distance des sondages n'est pas fait. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise. Vous avez dit que les sondages s'étaient trompés en 2020. Ils se sont trompés aussi en 2022 en surestimant la victoire républicaine, alors qu'en fait, ce sont les démocrates en 2022, les mi-mandats, pas les présidentielles. Ils se sont trompés en sous-estimant la victoire démocrate liée à l'arrêt Dobbs qui datait de juin. Les élections étaient en novembre 2022. Dobbs, c'est l'arrêt qui met à bas la garantie fédérale du droit à l'avortement. Bref, mais en 2016, ils se sont trompés dans la répartition des résultats, mais en fait, dans le fait qu'Hillary Clinton allait gagner le vote populaire, ils avaient raison, puisque de fait, elle l'a remporté. Un dernier point sur les sondages, c'est qu'en fait, celui auquel s'accrochent les observateurs de la vie politique américaine, c'est principalement 538, qui est en fait une énorme machine d'agrégation de sondages, donc, qui a été créée par Nate Silver il y a une dizaine d'années, et qui est parti en claquant la porte il y a un an de 538. Donc 538 agrège tous les sondages du pays en leur donnant à chacun une sorte de pondération en fonction de leur sérieux. En tout cas, un sondage un peu bidon, ils vont lui mettre moins de points, etc., pour arriver à un résultat. Mais ces derniers temps, j'ai lu un certain nombre d'attaques contre 538, enfin pas contre eux personnellement, mais contre leur méthode, parce que cette personne, dont un journaliste que je lisais, je crois, dans le New York Times, dénonçait le fait que... Pardon, c'était pas dans le New York Times, c'était un journaliste sur Substack, qui est une très bonne source d'information, dénonçait le fait, écoutez bien, le fait qu'il y a 15 jours, 3 semaines, le camp républicain dans son ensemble avait fait faire 70 sondages, et donc des sondages pas très sérieux, très orientés, donnant tous Trump gagnant dans les grandes largeurs, et avait balancé ces sondages dans la sphère médiatique publique, et donc il s'était retrouvé dans 538 qui agrège tous les sondages. Et donc, il y a 2-3 semaines, on a vu 538 donner tout à coup Trump à égalité avec Kamala Harris, alors que jusqu'alors, ils étaient à 3 points d'écart, 49 pour elle, 46 pour lui. Et donc, cet auteur, dont le nom ne me revient pas, dénonçait le fait que les opérateurs républicains magouillaient 538. Donc, voilà. Je cite cet exemple qui est quand même assez troublant pour dire que, oui, les sondages ne sont pas super fiables. Oui, les observateurs politiques continuent à s'y accrocher comme à des bouées de sauvetage. Et donc, dans la semaine, on pourrait avoir une surprise. Et dans un sens ou dans l'autre, franchement, je n'ai pas la réponse. Merci. Le suspense va être encore un petit peu long.
Oui, je voulais vous demander, je suis là. Ah, oui. Concernant les élections de cette année, vous consommez vous-même, j'imagine, beaucoup de médias d'information, et puis désormais vous êtes très sollicitée aussi en tant qu'experte, chercheuse par les médias. Est-ce que vous remarquez des phénomènes de distorsion par rapport à ce que vous connaissez de la réalité américaine ou de ce que vos travaux de recherche ont montré? Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent dans le traitement médiatique, alors que j'appelle des distorsions, mais qui sont peut-être des points qui intéressent particulièrement les journalistes et qui vous surprennent ou, enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique de la campagne de cette année? En France, eh bien, figurez-vous que j'ai donné une longue interview à un monsieur de la revue de l'INA, qui s'appelle... La revue des médias. À la revue des médias. Voilà. Et elle est parue, je crois, parce que j'ai vu passer. Et donc, j'ai parlé de tout ça longuement dans la revue des médias, donc la revue de l'INA. Mais juste pour résumer ce que je disais, enfin, c'était un petit peu long, donc je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai dit et de vous dire, en résumé, les médias français, donc comme disait Madame, sont obnubilés par l'élection américaine, mais ils n'ont pas forcément complètement tort de suivre cette élection très importante. Après, évidemment, cette polarisation des médias américains, elle est un peu visible en France, où on a, je trouve, un biais pro-démocrate extrêmement marqué dans tous les médias, même les médias de droite classiques français. On tend à être beaucoup plus pro-démocrate que pro-Trump. Il y a quand même assez peu de médias clairement pro-Trump en France. En tout cas, j'en ai pas. Il y en a, mais j'en ai pas vu beaucoup. Ils ont pas. Pardon ? Le journal du dimanche prend parti ouvertement pour Trump ? Bon, c'est possible. Alors, à l'exception du journal du dimanche, la plupart des autres médias sont quand même très démocrates et rendent, enfin, pro-démocrates, c'est-à-dire que les démocrates sont quand même centre-droit pour nous. Donc, dans notre échiquier politique à nous, par rapport à l'échiquier politique américain, il y a un décalage du centre vers la droite aux États-Unis. Il y a quelque chose qui, juste pour dire une chose qui me frappe, c'est le point auquel on a quand même assez peu conscience en France du fait que la polarisation aux États-Unis, elle est vraie dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a quand même souvent tendance à voir l'extrémisme de Trump et le danger qu'il représente pour la démocratie américaine. Ça, c'est tout à fait exact. Il y a ensuite une grande partie de la population américaine qui est très modérée et très décente et très normale. Je pense que c'est certainement 80% de la population. Et puis, ce qu'on ne voit pas vraiment en France, c'est le fait qu'à l'extrême gauche, à la gauche du Parti démocrate, il y a aussi des positions quand même assez excessives sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets sociétaux, sur le fait aussi qu'aux États-Unis, les très lourds investissements économiques représentés par les Bidenomics de Biden, la politique économique de Biden, l'IRA, les investissements dans les infrastructures, etc., sont considérés par beaucoup d'Américains comme du communisme pur et dur, enfin du gâchis d'argent public, etc. Ils sont quand même beaucoup plus libéraux que nous au sens économique du terme. Mais juste pour parler des questions sociétales, je ne sais pas si j'ai le temps, ou si c'est vraiment dans le sujet, mais juste pour dire que, par exemple, ok, je vous prends 2 minutes pour parler du traitement de la question de l'IVG aux États-Unis et pour vous expliquer le point auquel cette question qui, pour nous, fait... En France, il n'y a pas photo, il faut autoriser l'avortement complètement pendant le premier trimestre. Et puis après, c'est en fonction d'urgence médicale que ça peut se faire, ou d'urgence éventuellement sociale de la mère, que ça peut être autorisé. Notre droit à l'avortement, tel qu'il est inscrit dans la Constitution aujourd'hui, c'est ça. Et ce droit-là, il est à peu près équivalent dans la plupart des États aux États-Unis. Mais comme vous savez, avec l'arrêt Dobbs, les États font ce qu'ils veulent. Donc, il y a ce grand milieu
modéré sur cette question, enfin modéré à la française sur ces questions. Il y a les États très conservateurs comme l'Alabama, le Wisconsin, le Tennessee et d'autres, dans lesquels le droit à l'avortement est quasiment nul, c'est-à-dire que quelle que soit la santé de la mère, les questions d'inceste, etc., le droit n'existe pas, il n'y a pas de droit à l'avortement. Ça, c'est les États très conservateurs. Et ça, en France, on le sait, les médias en parlent très régulièrement. Mais ce dont les médias français, je trouve, ne parlent pas du tout, c'est le fait qu'à l'autre extrémité, vous avez des États dans lesquels le droit à l'avortement, aujourd'hui, depuis de nombreuses années d'ailleurs, et alors je sors du bois en donnant mon avis, mais est un peu excessif. Vous avez notamment 7 États américains dans lesquels le droit à l'avortement est complet, total, sans limite de temps dans la grossesse. Et c'est un petit peu excessif. Bon. Enfin, d'ailleurs, quand vous avez Trump ou J.D. Vance, son candidat à la vice-présidence, ou d'autres conservateurs dans le pays, qui disent dans des meetings, oui, les États progressistes autorisent le meurtre des enfants à la naissance, c'est scandaleux, etc. Ils autorisent les infanticides. En fait, évidemment, c'est faux. Il n'y a aucun État aux États-Unis qui autorise l'infanticide, évidemment. Mais c'est de ça qu'ils parlent. Ils parlent du fait que dans certains États, l'avortement reste autorisé sans raison médicale majeure après le point de viabilité de l'enfant. Et donc, ce dont je trouve, moi, et cette polarisation sur les questions sociétales. Donc là, je vous ai cité le cas de l'IVG. Bon, il y en a d'autres qu'on aurait pu citer, mais je ne vais pas en faire trop sur ce sujet. Ce que je veux juste illustrer avec cet exemple, c'est le fait que, à mon sens, on a une société américaine qui est hyper polarisée aux deux extrêmes sur toutes les questions d'ailleurs sociétales, le port d'armes, les transgenres, les questions de race, etc. Tout y passe. Et en France, on a tendance à pas toujours rendre compte de ça. For all it's worth, voilà mon avis. Merci. Bonsoir Madame Nardon, merci beaucoup pour la présentation. Ma question, elle concernerait le fameux système du collège électoral et en l'occurrence de savoir si vous envisagez possiblement une évolution de ce système. Très rapidement, mon avis, c'est que ça va être compliqué parce qu'il a tendance à favoriser beaucoup les républicains parce que les grands centres urbains votent démocrates et qu'en fait, souvent, à plusieurs reprises, on disait que le système était proportionnel à la population de chaque État, mais finalement, à la marge, il a plutôt tendance à surreprésenter les États ruraux ou peu peuplés. Donc voilà, simplement, ma question, c'était est-ce qu'on peut envisager un jour que ça change ? Et la tendance étant que les États les plus peuplés continueront de l'être encore plus, et avec une démographie encore plus à tendance démocrate, est-ce qu'il y a un moment où on ne va pas arriver à un point de rupture où le système va être totalement totalement distendu et pas vraiment représenter la volonté du peuple américain. Ouais, je vous remercie. Je suis très contente d'avoir une question sur le système électoral, parce que je pensais que vous n'en pouviez plus après les nombreux extraits que je vous ai montrés à ce sujet. Alors, en effet, ce système a produit quand même 2 dénis de démocratie dans les 20 dernières années. Et il y a beaucoup de débats sur le fait, sur ce qu'il faut faire. Alors, beaucoup d'Américains vous disent, avec beaucoup de bonne foi, je pense, qu'en fait, ce système, il existe parce que le pays est un pays fédéral et que donc il est juste qu'il y ait une distorsion parce que c'est le prix à payer pour que les petits États soient représentés à leur juste valeur par rapport aux très gros États. Ok. Mais par rapport à ça, vous avez quand même beaucoup de propositions qui sont faites pour changer
ce système. Alors le moyen évident pour le modifier, ce serait de faire un amendement à la Constitution, mais en fait c'est très très lourd comme système, ça n'arrivera pas, c'est très très long, et en fait pour faire adopter un amendement à la Constitution, il faut que tous les États le ratifient, et on donne généralement une période de temps de 10 ans ou peut-être 15 pour que ce soit fait, et tous les derniers amendements n'ont pas pu être ratifiés par tout le monde dans le laps de temps imparti, et donc sont tombés à l'eau, littéralement. Bref, donc la proposition qui est la plus concevable aujourd'hui, qui existe, c'est l'idée d'amener les États, alors sans passer par une modification constitutionnelle, mais les 50 États à s'engager à ce que leur liste d'électeurs décide de voter, non pas la liste des grands électeurs de chaque État, voterait non pas pour la personne qui a été désignée par les électeurs de l'État, mais pour le candidat qui a vraiment gagné le vote populaire. Vous comprenez où je suis comme Jacques Salabert? En gros, il faudrait que tous les États s'engagent à ce que leurs grands électeurs votent pour le type qui a gagné au niveau national. Alors, il y a déjà un certain nombre d'États, je ne vous surprendrai pas, plutôt des États démocrates, qui ont signé The Pledge, c'est un engagement. Et en fait, c'est The Pledge, ça circule dans tout le pays, et avec un certain nombre d'ONG qui font un travail remarquable pour essayer de faire en sorte que les États adoptent ce système. Mais vous comprenez bien qu'il faut que tous les États l'adoptent d'un coup, parce que sinon, ça voudrait dire que, par exemple, ça voudrait dire, par exemple, que la Californie s'engagerait à ce que les grands électeurs votent pour le républicain alors qu'ils ont tous voté pour les démocrates. Il faut que tout le monde bascule d'un coup, et c'est pas demain la veille. Donc, pas d'évolution en vue à court terme. Bonsoir. Je reviens juste sur l'extrait sur les émeutes de Chicago. Je voulais savoir, alors je m'excuse pour les plus anciens d'entre nous qui savent peut-être déjà tout ça, mais comment s'était vue la ségrégation américaine en France par la classe politique et par les citoyens? Est-ce que c'était unanimement condamné à cette époque-là, quand on regarde les archives de l'INA? Est-ce que toute la classe politique était unanimement contre ce système, ou alors il y avait quand même des gens qui le défendaient? Comment c'était traité, puisque là on voit un extrait où on traite un peu de la violence des émeutiers, et puis une mise un peu sur un piédestal un pied d'honneur de Martin Luther King. Donc, comment c'était traité dans les médias français, si vous avez pu regarder d'autres extraits peut-être? Ça, c'est une question difficile, parce que c'est une question sur la France et pas sur les États-Unis. Et sur la France, en fait, j'en sais pas plus que vous. Il me semble quand même que la France était un pays avec des colonies et pas un pays de ségrégation à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans les années, jusqu'à la fin de la colonisation, dans les années 60, la France métropolitaine était plutôt un pays d'accueil pour les Noirs américains, par exemple, dont beaucoup s'étaient réfugiés en France dans les années 30, parce qu'ils y trouvaient un pays sans ségrégation. Et donc les Français regardaient avec beaucoup avaient tendance à plutôt condamner le système de ségrégation qui existait aux États-Unis. Et je ne suis pas du coup spécialiste des études post-coloniales concernant la France, mais on a le sentiment que les problèmes de racisme sont arrivés plutôt après la décolonisation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être que d'autres personnes ont plus à dire sur ce sujet, sur lequel je botte en touche, là, maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'avais une question qui n'a rien à voir, je suis désolée de vous faire divaguer. Sur le modèle de la famille
Je pense que j'y ai repensé quand on a vu cette petite fille réveillée à 4h du matin, mais c'était en période d'élection, le symbole de la famille a toujours en tout cas été important. On se rappelle plus récemment de la famille Obama qui était ce couple très amoureux avec leurs 2 petites filles. Et aussi un peu à l'époque Trump, la première fois qu'il a été élu, où il était avec Melania et leur petit garçon. Ensuite, il y a eu un traitement médiatique. Je me rappelle d'un titrage de She Hates His Guts, Elle le déteste, où petit à petit, il y a eu un délitement un peu de cette image de famille parfaite. Et là, il me semble, même si je ne suis pas sûre, mais que Kamala Harris n'a pas d'enfant, même si elle a le soutien de son mari, et que Trump est un peu solo dans sa démarche de candidature, sans spécifiquement le soutien public de sa femme. Donc, et je trouvais ça assez inédit. Et est-ce que vous pensez que, en tout cas dans la vision américaine, ça peut avoir un impact dans le vote ? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors non, mais Doug Emhoff, le mari de Kamala, a des enfants de son premier mariage, donc c'est un peu, elle est une belle-mère pour eux. Il est assez présent en fait. Il est beaucoup sur le terrain, hein, Doug Emhoff. C'est une nouvelle famille, c'est les familles recomposées, donc ça, elle peut communiquer là-dessus. Quant à Trump, comment s'appelle sa femme ? C'est Ivana ou Ivanka ? Melania. Ah, excusez-moi. Melania s'est quand même pas mal exprimée après la première tentative d'assassinat. Elle est venue à la convention. C'était juste avant la convention républicaine, et elle est venue dire "They tried to kill my husband", etc. Enfin, elle a d'ailleurs un accent tchèque assez prononcé. Je trouve que le fait qu'ils soient tous les deux, enfin, elle n'est pas divorcée, elle est juste mariée avec un divorcé, et lui a collectionné les épouses. Bon, ça finalement, c'est assez représentatif des nouvelles conjugalités d'aujourd'hui. Ce qui est plus étonnant, c'est le fait que Trump, enfin bon, c'est depuis 2016, c'est comme ça, c'est le fait que Trump, avec cette vie privée aussi peu morale, réussisse à attirer le vote de la droite chrétienne aux États-Unis. Hein. Ça, c'est vraiment le mystère. C'est vraiment ça s'explique par le fait que pour la droite chrétienne, il est vu comme l'instrument pour arriver à des objectifs comme, de fait, la suppression de la garantie du droit à l'avortement. Mais ça reste quand même très très particulier, et je pense que les historiens, c'est-à-dire que ça montre à quel point Trump est quand même un politique, un animal politique absolument hors du commun, et j'ose le dire, quand même extraordinaire au sens plein du terme. Il est absolument, dans 30 ans, quand tout ceci sera derrière nous, les historiens reviendront sur ce phénomène qui a totalement pris en otage toute la vie politique américaine, qui s'est inscrit dans un besoin de populisme, un besoin d'être rassuré, qu'avait une grande partie des électeurs américains, certes, mais qui l'a totalement transformé. C'est-à-dire qu'il a surfé sur une vague, mais alors il a totalement transformé l'essai en quelque chose qui est toujours pas terminé aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est... j'ai même pas d'adjectif. Je vais m'arrêter sur incroyable. Peut-être qu'il n'y a plus de questions, mais comme il est 21h, ce ne serait pas choquant outre mesure. Je me tourne vers les organisatrices. Vous ? Oui ? Bon, bah alors on arrête. Merci beaucoup. Un grand merci à Laurence Nardon pour cette plongée dans les archives qui nous permettent d'éclairer l'actualité brûlante de cette semaine. Cette conférence sera disponible en replay dans quelques temps. Nous remercions vivement Lina pour cette précieuse collaboration. Le prochain lundi de Lina aura lieu le 9 décembre à la BNF. Le thème sera autour du podcast. Et la BPI vous donne rendez-vous tous les lundis jusqu'en décembre pour une programmation en petite salle. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.